Mesdames et messieurs, la cour, le roi bien sûr. Et où sommes-nous? Où sommes-nous, L'Histoire Sud Radio? Et vous êtes avec nous là pendant 1 heure. Et bien nous sommes dans l'une des plus belles places du monde, la place de la Concorde à Paris. Incontestablement, quiconque est passé par là, et vous êtes très nombreux à être passés par là et vous y passerez encore, eh bien, vous ne pouvez pas ne pas vous extasier devant cette place. Et puis, les deux magnifiques monuments qu'il y a sur cette place, les deux hôtels, celui qu'on connaît bien, le Crillon, et un autre qui dormait. Magnifique aussi, qui dormait depuis, 2 siècles. Il était certes un ministère, mais enfin, on ne le connaissait pas. Et puis, ça y est, il est réouvert. Il est ouvert depuis quelques jours. L'hôtel de la Marine. Ce palais du XVIIIe siècle, on l'a visité. Il est absolument magnifique. Ne le ratez pas. Si vous êtes parisien, vous n'avez aucune excuse. Et si vous n'êtes pas parisien, encore moins. Allez le voir, c'est magnifique, c'est un ensemble architectural formidable. On a tout restauré grâce à une association de malfaiteurs. La première, elle est directrice des collections et de la conservation au Centre des Monuments Nationaux. Et le second est architecte en chef des monuments historiques. Céline, de qui s'agit-il ? Eh bien, on va tout vous raconter dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. La suite en ré majeur de Georges-Philippe Telemann. Et oui, nous sommes à l'hôtel de la Marine, un palais du XVIIIe siècle en plein cœur de Paris. Vous connaissez le nom, mais vous connaissez beaucoup moins son histoire, Céline, et je crois qu'on va en parler là. Et oui, on va en parler effectivement avec 2 personnes qui ont œuvré à la renaissance de ce joyau de l'Ancien Régime, donc l'hôtel de la Marine. Et pour ce faire, donc nous avons le plaisir d'accueillir donc Christophe Bottineau, qui est architecte en chef des monuments historiques, et Delphine Christophe, qui est directrice donc de la conservation des monuments et des collections au Centre des Monuments Nationaux. Alors bonjour à tous les deux. Alors l'histoire de l'hôtel de la Marine commence en 1748. Expliquez-nous pourquoi à l'époque il a été édifié cet hôtel. Alors, bonjour Céline, bonjour André, bonjour à tous. En 1748, la paix revient en Europe et la ville de Paris souhaite offrir au roi une statue royale pour marquer sa présence dans la ville, ce qui est une longue tradition, ce qui reprend par exemple celle de la place Vendôme. Un projet de statue est validé, mais il faut lui trouver une place dans cette ville, et un grand concours d'architecture est lancé, et de très nombreux architectes vont répondre et ont même la liberté de choisir le lieu de cette place au travers de la capitale. À l'époque, il ne faut pas oublier que ce qui est l'actuelle place de la Concorde est en dehors. On est de Paris. On est en dehors de la ville qui s'arrête au jardin des Tuileries. On est dans les champs ou presque. Nombreux projets qui d'ailleurs étonnamment seront rassemblés par un théoricien de l'architecture, Pierre Patte, qui va rassembler tous ses plans sur un seul plan de la ville de Paris et donner un plan idéal de la ville de Paris avant celui de Le Corbusier, qui d'ailleurs connaissait le plan de Pierre Patte. Donc l'histoire ne s'arrête jamais. 1748, les projets ne donnent pas satisfaction au roi, et par étapes successives, le roi va finir par commander à son architecte Gabriel, Jean-Jacques Gabriel, premier architecte du roi, donc son architecte personnel, va lui commander un projet qui devra faire la synthèse de précédents projets. Le choix s'est emporté sur l'actuel espace de la place de la Concorde. Pourquoi ? Parce que on est hors de la ville et donc on maîtrise le foncier, ce qui est beaucoup plus facile pour créer cela. Ah oui. Et le positionnement, on peut dire qu'à l'époque, c'est vraiment symbolique. Alors le positionnement, effectivement, est extrêmement symbolique, puisque nous sommes dans la prolongation du jardin des Tuileries, dans la prolongation du Louvre, qui est l'ancien palais des rois jusqu'à Louis XIII. Même si le roi est à Versailles, on est sur l'axe Louvre-Versailles, justement. C'est fondamental. Il faut affirmer la présence du roi dans la ville, et la ville ne cesse de s'étendre vers l'ouest. Ce qui est les Champs-Élysées aujourd'hui est une allée cavalière en forêt qui monte vers la butte de l'Étoile, mais qui est cet axe qui va vers Versailles. Et donc c'est hautement symbolique d'implanter la place et la statue de
de Louis XV, conçu et dessiné et sculpté par Girardon à cet emplacement. Et oui, et donc au nord de la place, 2 palais jumeaux sont donc construits. À l'époque, ces palais étaient destinés à servir à quoi? À qui? Racontez-nous. Alors, il y a effectivement, au départ, en fait, finalement, c'est un projet d'urbanisme, et ces 2 palais sont vraiment un petit peu comme une façade de théâtre ou un fond de scène. Donc, celui que l'on connaît aujourd'hui, qui accueille le Crillon, l'Automobile Club, lui a été loti immédiatement en plusieurs hôtels particuliers. En revanche, finalement, au début, on ne sait pas très bien ce que l'on va mettre dans ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom d'hôtel de la Marine. Et c'est un tout petit peu le hasard, c'est-à-dire qu'il y a une administration qui s'appelle le garde-meuble de la Couronne, qui est donc l'administration en charge de meubler les résidences où se trouvent toutes les résidences du roi. Toutes les résidences du roi. Et c'est aussi un lieu de création, mais on y reviendra peut-être. Un peu plus proche du micro, pardon. Et effectivement, on ne sait pas, en 1768, ou même quelques années avant, on décide en fait de détruire l'hôtel dans lequel le garde-meuble de la Couronne est hébergé. Et donc finalement, c'est un petit peu le hasard et un concours de circonstances qui fait qu'on va proposer au garde-meuble de la Couronne d'investir ce monument. Ah oui. Et le roi donc va décider, lui, en 1758, de revendre le bâtiment de gauche, celui qui occupe actuellement l'hôtel du Crillon, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ce sera des hôtels particuliers qui seront mis en place, qui seront réalisés. D'accord. Alors expliquez-nous en détail, à l'époque, le garde-meuble, donc cette institution, c'était quoi? Elle était en charge de quoi exactement, précisément? Alors c'est l'institution qui va donc meubler les résidences du roi. Donc on sait d'ailleurs, parce que c'est très intéressant, il y a un document essentiel qui s'appelle le journal du garde-meuble, qui note toutes les entrées et les sorties de meubles. Donc on arrive à très bien observer la rapidité d'ailleurs avec laquelle on change dans les résidences royales de meubles finalement et d'atmosphère. Mais c'est aussi un lieu de création, et ça c'est très important, puisqu'en fait le garde-meuble évidemment disposait de magasins, donc vraiment qui permettaient de stocker tous ces meubles lorsqu'ils n'étaient pas utilisés par la cour, par le roi, et c'était aussi un lieu de création, donc avec des espaces réservés à des ateliers, notamment des ateliers d'ébénisterie, puisqu'il y avait une production extrêmement importante à cette époque-là. Ah oui, et c'était aussi un lieu de conservation de toute une collection royale d'armes, et les fameux diamants de la Couronne étaient aussi dans ce garde-meuble. Alors 2 intendants vont se succéder donc à la tête du garde-meuble. Le premier donc fut Pierre-Élisabeth de Fontagneux. On peut dire qu'il a eu quand même des goûts très extravagants et qu'il était assez dépensier quand même à l'époque. En fait, Pierre-Élisabeth de Fontagneux, c'est un personnage passionnant parce qu'il est le fils et le petit-fils de l'intendant du garde-meuble, puisque la charge était transmissible et héréditaire. Donc finalement, il est né au garde-meuble. Donc il connaissait extrêmement bien, il avait un goût très sûr, il était très cultivé. Alors oui, effectivement, il n'a pas vraiment subi les préconisations du roi qui lui avait demandé de faire preuve de la plus grande retenue dans l'aménagement de ses appartements, et puis d'être vraiment vigilant et de faire des économies. Lorsque vous rentrez aujourd'hui et que vous venez visiter, vous pouvez constater que ces mesures n'ont guère été respectées par Fontagneux. Heureusement. Et finalement, heureusement, parce que c'est ce qui est vraiment merveilleux aujourd'hui à l'hôtel de la Marine, c'est de retrouver tous ces appartements du 18e qui sont richement décorés et richement meublés. Ah oui, et racontez-nous, il a quand même fait aménager effectivement ce fameux cabinet des glaces. C'était un libertin, ce Fontagneux. Oui, c'était vraiment un libertin, donc on le sait, il n'était pas marié. Alors il paraît qu'il aimait beaucoup les danseuses d'opéra, et effectivement il aménage une petite pièce qui est contiguë à sa chambre, donc recouverte de miroirs. Donc ça, c'est finalement, ça correspond vraiment au goût de cette période-là, avec donc des glaces, des miroirs peints. C'est un petit cabinet qui fait peut-être moins de 10 mètres carrés. C'est vraiment quelque chose d'exquis. Je pense pas que c'est pas là que ça se passait, enfin. Mais en tout cas, c'était vraiment propice à la séduction. Donc effectivement, il y a aussi un miroir au plafond, une banquette sous ce miroir. Et puis c'est très intéressant parce que Fontagneux était passionné de physique. Il avait d'ailleurs aménagé un grand laboratoire de physique, et il était passionné par les pierres, par la géologie. Et il avait réalisé lui-même un lustre constitué de pierres de différentes couleurs dans cette pièce. Donc on peut imaginer qu'avec l'effet des bougies et puis l'effet aussi de reflet de tous ces miroirs, il devait y avoir un petit côté boule à facettes vraiment amusant.
Ah oui. L'ancêtre des boîtes de nuit, quoi. C'est un petit peu ça. Alors, nous n'avons pas osé aller jusque-là. Et nous avons été beaucoup plus sages dans la proposition que nous avons Mais faite. Christophe Bottineau, juste une question là-dessus, pas seulement sur le cabinet. Est-ce que les successeurs ont changé un peu les tableaux, tout ça? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas eu un travail, disons, pas de censure, mais de respectabilité sur certaines fresques? Alors oui, vous avez raison, mais juste avant de vous répondre, je voudrais rattraper une petite erreur que tous vos auditeurs auront immédiatement corrigée. La statue n'est pas de Girardon, mais de Bouchardon, et que Bouchardon, les deux noms d'accord. sont assez proches, d'où cette petite erreur. Oui, vous avez tout à fait raison. Fontagneux qui aime le luxe, le faste et les jeunes femmes, et d'ailleurs il y a un échange de lettres avec son alter ego de Saint-Gobain concernant la fourniture de ses glaces, qui est absolument délicieux, puisqu'il demande à avoir des glaces en une seule partie. Son alter ego lui répond: mais cher ami, pour le roi, nous les faisons en 2 parties. Fontagneux écrit une seconde lettre, et nous avons les lettres, c'est ça qui est formidable. Ouais. Mais cher ami, c'est bien en une partie que je les veux. Et son alter ego lui répond: mais pour le roi et les princes du sang, c'est en 2 parties. Et Fontagneux écrit une 3e lettre en disant: mais nous sommes mal compris, c'est bien en 2 parties que je souhaiterais mes glaces. Voilà, ça nous résume un peu l'esprit et la L'esprit finesse de l'époque. d'esprit. En tout cas, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il va quand même, ce Fontagneux, réussir à l'époque à convaincre le roi d'ouvrir ce bâtiment au public, et il va donc devenir en quelque sorte le premier musée d'art décoratif français. Oui, c'est effectivement le cas, c'est-à-dire qu'à partir de 1774, de Pâques jusqu'à la Toussaint, Fontagneux décide d'ouvrir un après-midi par mois, le mardi, ces salles, donc les galeries d'exposition au public. Finalement. Alors le mot est un peu anachronique, mais en tout cas à tous ceux qui veulent découvrir les collections royales. Donc ce sont les galeries en fait que vous connaissez aujourd'hui, les galeries 19e qui ont été redécorées par la marine, accueillaient une salle des armes, la salle des bijoux que vous avez évoquée Céline tout à l'heure, mais exposaient aussi les bronzes notamment de la couronne. Et c'était donc ouvert au public. Ah oui. Alors la Révolution, on peut dire qu'elle a changé l'histoire de ce monument et celle de la place Louis XV. Elle a complètement changé l'histoire, puisqu'en 1789, lorsque le roi doit regagner Versailles, sous la pression populaire, toutes les administrations qui se trouvaient à Versailles doivent trouver un lieu d'accueil à Paris. Donc on peut imaginer la cohue un petit peu à ce moment-là, et il se trouve que le secrétaire d'État à la Marine, étant proche de l'intendant qui occupe alors l'hôtel de la Marine, donc Marc-Antoine Thierry de Ville-d'Avray, et Marc-Antoine Thierry de Ville-d'Avray propose de l'accueillir et lui donne des espaces à l'hôtel de la Marine. Puis évidemment, le garde-meuble connaît les vicissitudes que nous connaissons lors de la Révolution française. C'est une institution qui ferme, même si elle trouve aujourd'hui, même si elle n'a jamais complètement disparu et que son héritier aujourd'hui existe encore, c'est le mobilier national. C'est-à-dire qu'à l'époque, la plupart du mobilier est vendu. Il y a même certaines pièces qui ont été brûlées apparemment pendant la Révolution. Alors il y a une partie qui est mise sous scellé, mais effectivement il y a des pièces qui ont été détruites, d'autres qui ont été vendues. Et puis finalement, après la disparition du garde-meuble, c'est l'administration de la Marine qui va occuper l'ensemble des espaces jusqu'en 2015. D'accord, ok. Alors pendant la Révolution, effectivement, la place Louis XV, il faut le rappeler, elle a été donc baptisée place de la Révolution, et ce sera le lieu de plusieurs exécutions. Oui, à partir de la fin de l'année 1792, c'est là où effectivement la guillotine est mise en place à cet endroit-là pour la première fois. Alors il y a des exécutions célèbres, bon, évidemment celle de Louis XVI et celle de Marie-Antoinette. Ouais, Robespierre, Danton aussi. Voilà. D'ailleurs, l'acte de décès de Marie-Antoinette a été signé dans l'hôtel de la Marine. Oui. Voilà. Et on a vu la pièce. Vous avez vu la pièce, voilà, qui était l'ancien cabinet bibliothèque de Madame Thierry de Ville-d'Avray. On peut imaginer qu'elle n'imaginait pas, elle, que cette pièce verrait cela. Et oui. Alors en 1795, la place de la Révolution, elle est rebaptisée place de la Concorde, et à partir de cette date, donc, le ministère de la Marine va investir le monument, donc abritant le garde-meuble, et ce pendant 226 ans. Que va-t-il s'y passer alors ? Alors, c'est ce qui est absolument extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui encore nous vous proposons de vous accueillir à l'hôtel de la Marine, mais en réalité, hormis dans les grandes galeries que j'évoquais qui sont sur la place de la Concorde, et une surélévation qui a été réalisée au 19e pour pouvoir étendre les surfaces de plancher de manière extrêmement simple, en fait vous serez vraiment accueillis au garde-meuble de la Couronne. La Marine a été un excellent conservateur, et finalement je crois que la Marine a travaillé un petit peu comme dans les bateaux, donc en utilisant le moindre espace, mais finalement ça ne
ne jamais rien détruire, et en recouvrant toutes les couches de peinture par une autre, et en faisant cela, un travail de conservation remarquable. Ah oui, c'est extraordinaire. En tout cas, en 2015, effectivement, ce bâtiment est confié donc au Centre des Monuments Nationaux. Aujourd'hui, après 4 ans de travaux, il a retrouvé son lustre grand siècle. On continue de vous raconter les coulisses de cette renaissance dans un instant sur Sud Radio. Et on va gratter les murs et vous allez voir ce qu'on va y découvrir. Oui, mettez-vous dans l'atmosphère quand vous circulez comme ça à travers les couloirs de l'hôtel de la Marine. Franchement, ça vaut le détour, et ça vaut plus que le détour parce qu'il y a eu, depuis 2017, depuis 4 ans, de formidables travaux de restauration qui ont mis à jour de véritables merveilles, et puis ça a été retravaillé, et puis on va en parler avec nos 2 invités. Et Céline, les décors originaux des appartements d'intendants, je voudrais juste rappeler quelques chiffres. Vous me corrigerez s'il y a lieu de le faire. 4 ans de chantier, 1200 mètres carrés de décors à dégager, plus de 40 entreprises engagées dans les travaux. Et c'est important de parler justement de l'artisanat français, de tout ce qu'on fait et qui est fondamental. 500 menuiseries restaurées. 330 mètres carrés de verrières créées pour couvrir la cour intérieure, 12 700 mètres carrés de surface totale rénovée, dont 6 200 mètres carrés pour les espaces ouverts à la visite. C'est une véritable recréation, Céline. Et oui, et c'est un véritable exploit, et on en parle effectivement aujourd'hui sur Sud Radio, avec 2 personnes donc qui ont contribué à la renaissance de l'hôtel de la Marine, Christophe Bottineau, architecte en chef des monuments historiques, et Delphine Christophe, directrice de la conservation des monuments et des collections du Centre des Monuments Nationaux. Alors, dès le début de ce chantier gigantesque, quelles étaient vos priorités essentielles ? Alors, la première chose, et ça rejoint ce qu'évoquait Delphine tout à l'heure, c'est cet aspect très conservateur qu'avaient eu les marins à l'intérieur. Dans la marine, on dit qu'on salue tout ce qui bouge et qu'on peint tout ce qui ne bouge pas. Et le marin, sur son navire, passe sa vie à peindre, puisque le bateau est en permanence agressé par le sel, le vent, le sable, et donc il ne s'embête pas à enlever les couches précédentes. Et les premières études, les premiers sondages que l'on avait faits montraient clairement que les décors originaux du XVIIIe siècle étaient encore en place sous parfois 16 couches de peinture successives. Quel pourcentage de décors était soi-disant présent ? On a pu atteindre dans certaines pièces jusqu'à 90%. Quand vos visiteurs verront par exemple la chambre de Thierry de Ville-d'Avray, le second intendant qui règne sur cette maison, à la fin du XVIIIe siècle, nous avons 90% du décor original conservé. Et donc, nous avons pris le parti de dégager ces décors comme on le fait normalement, habituellement, pour une peinture murale, une fresque dans une église, dans un château. Puisque tout était là, puisque la couleur d'origine, puisque la vibration de cette couleur était présente, il y a eu cette démarche, et lorsque, à certains endroits, les décors avaient pu être un peu endommagés ponctuellement par quelques saignées pour passer des câbles électriques dans les générations précédentes, notamment dans l'escalier de l'appartement de l'intendant, eh bien, on a travaillé par retouche ponctuelle, juste pour harmoniser ce qui avait été dégradé avec ce qui était conservé. Ah oui, mais vous parliez des peintures, alors le décapage des couches et des couches et des couches, ça a dû être laborieux. Quel a été le protocole justement de restauration qui a été mis en place par vos équipes ? Alors, avant de parler du protocole, je voudrais vous faire part de notre admiration pour les gens qui ont réalisé ça. Oui, j'imagine. Parce que c'est plus de 30 restaurateurs et restauratrices qui ont été là pendant des mois à faire ce travail d'une méticulosité inouïe, avec une patience et un sourire permanent, ce qui est absolument admirable. Le protocole était le suivant. On avait identifié une couche qui était facilement repérable et qui se trouvait 2 ou 3 couches avant la couche d'origine. D'accord. Donc, par des techniques relativement rapides, on pouvait atteindre cette couche témoin. Cette couche intermédiaire. Une couche intermédiaire, exactement, mais qui était très facile à repérer. Et donc, on savait que si on était avant cette couche-là, on n'avait pas de risque de dégrader les décors anciens.
Et une fois que cette couche était atteinte, ensuite on rentrait dans un travail extrêmement méticuleux avec de petits scalpels, des outils très très fins pour enlever les 2 ou 3 couches qui restaient avant la couche d'origine, sans endommager celle-ci. C'est extraordinaire. Alors quel décor précieux vous avez découvert sous ces couches et ces couches de peinture? Alors, on retrouve toute la hiérarchie des décors parce que dans un appartement d'apparat du XVIIIe siècle, il y a une série de codes dans le vocabulaire architectural, de codes dans les décors, justement. Et l'on va progresser du plus simple, du plus modeste, du plus sobre, vers le plus riche. Et le visiteur sait qu'il s'il est reçu dans des espaces sobres, ça veut dire qu'il est loin du maître de maison. Si on le reçoit dans le salon de compagnie, le plus somptueux, là où on trouve les dorures, il sait qu'il est honoré par le maître de maison. Donc, on est allé donc des plus modestes, des tons gris, faux marbre de l'antichambre, la première pièce dans laquelle entre le visiteur après l'escalier, avec les plinthes qui étaient traitées en faux marbre, parce que la plinthe est toujours traitée dans le faux marbre de la cheminée ou du poêle présent dans la pièce. Puis on est allé sur des grilles avec des rechampis blancs, c'est-à-dire des petits filets blancs qui viennent apporter une petite vibration supplémentaire dans la salle à manger, qui est la pièce qui suit, jusqu'au salon de compagnie, le grand salon qui est à l'angle de la place de la Concorde et de la rue de Rivoli et qui ouvre sur ce merveilleux jardin des Tuileries, où là on avait ce décor blanc et or que l'on a retrouvé et que l'on peut voir aujourd'hui. Impressionnant. Alors Delphine, parmi toutes les découvertes extraordinaires que vous avez faites, quelle est celle qui vous a le plus ému en quelque sorte? Alors je crois que là, sans hésitation, c'est vraiment le cabinet doré. Donc nous parlions il y a quelques minutes du cabinet des glaces. C'est la pièce qui lui est contiguë. Et ça a été une véritable découverte. Et je crois pour tous finalement une grande joie parce que lorsque nous sommes arrivés, c'était une pièce qui accueillait la cuisine traiteur de la marine. Donc, une cuisine quoi. Une normale, cuisine toute inox, vous voyez, vraiment inox, traiteur avec ouais. des grands dallages gris au sol. Et puis dans le travail que nous avons entrepris tous ensemble, il y a une phase qui a un nom assez, très très poétique de curage démolition qui en fait est finalement une phase d'archéologie où on retire tous les éléments qui ont été rapportés, toutes les couches, couches pour redécouvrir, pour voir ce qu'il y a dessous et puis pour découvrir ce qu'il y avait. Et lorsqu'on a retiré ces éléments de cuisine, nous avons découvert que plus de 60% du décor d'origine était en place et nous avons enfin compris pourquoi les textes parlaient du cabinet doré. Et vous le saviez pas ou vous le saviez? Franchement, alors, vous saviez que le cabinet doré était là? On savait qu'il était là, ouais. Le cabinet doré, mais on ne savait pas du tout ce qui restait dessous. Donc on pensait que probablement tout avait été détruit, enfin on ne savait pas très bien. Et donc lorsqu'on l'a retiré, puis après on aurait pu trouver aussi des vestiges beaucoup moins importants qui nous auraient posé aussi beaucoup de difficultés à proposer une restitution. Là c'était très simple, tout était là. Et puis ce qui était merveilleux, c'est qu'en fait dans cette pièce il y avait 2 cheminées. Il y avait une cheminée que l'on connaissait bien, qui avait été déplacée. Et lorsque nous avons abattu une paroi en placo-plâtre, nous avons redécouvert son pendant, donc nous avons pu remettre en place. Ah oui, incroyable. Mais en fait, est-ce qu'il y a eu beaucoup de pièces qui ont été protégées des aléas de l'histoire? Presque toutes. C'est ça qui est absolument extraordinaire. Encore une fois, c'est vraiment ce travail. Les marins sont de véritables conservateurs. Impressionnant. Voilà. C'est très impressionnant, c'est vrai. Alors, comment ça s'est passé alors pour le mobilier et les objets? Alors, comment vous avez procédé au départ? Vous disposiez de combien de pièces majeures? Très peu. Ouais. J'ai vraiment en pièce majeure, je vous dirais une, puisque c'est un grand buffet qui en fait n'a jamais quitté l'hôtel de la Marine et qui est aujourd'hui présenté dans la salle à manger, pièce pour laquelle il a été réalisé. Ensuite, nous avions effectivement des dépôts de la Marine, mais vraiment en pièce majeure, c'était la seule. Donc, alors, en revanche, les pièces majeures qui provenaient de ces appartements étaient quand même très bien connues, puisque c'est des pièces qui n'avaient pas été vendues au moment de la Révolution française et qui étaient rentrées dans les collections publiques, donc étaient dans les grandes institutions partenaires. Et donc nous sommes allés finalement mendier auprès de nos collègues des autres grandes institutions ces dépôts de meubles pour que ces meubles... Ils vous ont donné de très jolies choses d'ailleurs. Ah non, magnifiques, merveilleuses. Donc on peut citer le Louvre, le Mobilier National, Sèvres, etc. Alors une chose aussi que je trouvais très émouvante, enfin, c'est quand même l'hommage que vous rendez, et un hommage évidemment
je dirais, réciproque d'échange avec tous ces artisans français qui ont travaillé. Vous parliez de la trentaine qui travaillent à vous, mais on voit vous avez demandé des reproductions presque à l'identique, évidemment, faites aujourd'hui. Vous pouvez donner des exemples de travaux, d'œuvres faites aujourd'hui, mais dans le style et les matériaux de l'époque? Je crois qu'il faut que je cite immédiatement le travail qui a été réalisé pour la salle à manger, puisque nous savions qu'il y avait des soies peintes qui étaient tendues au mur, donc qui avaient été commandées par le deuxième intendant du garde-meuble à Alexis Perrotte. Ces soies ont disparu, nous en avions un descriptif et nous avons décidé de tenter et d'oser une restitution. Et donc c'est effectivement des artisans, Studio Riz, qui a réalisé ça pour nous. C'est 3 ans de travail, donc c'est vraiment des soies peintes dans le style de Perrotte. Et je crois que c'est assez convaincant comme résultat. Oui. Ah oui. Ah oui. Même sur certains tableaux, etc. Ah oui, et concernant tous les autres tissus du 18e qui ornaient les pièces, la plupart ont été retrouvés où? Dans quelle ville? Racontez-nous. On n'a pas retrouvé exactement le tissu qui était en place, mais effectivement, comme l'expliquait Christophe il y a quelques instants, à partir du moment où nous avions retrouvé ces peintures 18e, où finalement, ce que l'on présente aujourd'hui au public, c'est bien les peintures d'origine, mais patinées, c'est-à-dire elles ont plus de 200 ans. Donc il nous semblait difficile d'y confronter des textiles neufs. Donc nous sommes partis à la chasse avec 2 personnes, les 2 autres malfaiteurs qui ont eu une importance capitale dans cette restauration, Joseph Ashkar et Michel Charrière, donc 2 architectes décorateurs extrêmement talentueux qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet. Nous sommes partis à la chasse finalement aux textiles anciens, donc pendant plus de 4 ans, et nous les avons rassemblés à Paris, au Puce, chez une marchande aussi qui se trouve à Lyon, près du musée des tissus, absolument extraordinaire. Et vous puis allez aussi à la chasse au trésor, là. Voilà, et aussi à Toulon. Il y a quelques grands marchands comme ça, et puis parfois dans des ventes publiques ou au hasard de nos recherches, un peu comme des chineurs. Oui, parce qu'il faut préciser qu'effectivement à Lyon, depuis le 15e siècle, effectivement, il y a ce savoir-faire des soyeux lyonnais, c'est ça, oui. Absolument. Vous avez été aussi à Venise. Alors à Venise, c'était pour observer en fait des tissus un tout petit peu plus anciens et surtout la manière dont ils étaient tissés. Voilà, donc c'est pour cela effectivement que nous sommes allés à Venise. Ah oui. Alors reparlons du mobilier, parce que ce qui est extraordinaire, vous vous êtes basé en fait pour retrouver tous ces meubles sur ces inventaires que tenaient les 2 intendants dont on a parlé il y a quelques instants sur Sud Radio. Racontez-nous comment ça se passait. Et en fait, la chance que nous avons aussi, c'est que les archives sont très nombreuses sur ce lieu, et il y a en particulier 2 inventaires, 1784 et 1788, qui décrit et qui relèvent très précisément tous les meubles et les objets d'art. Il n'y a pas de dessin. C'est vraiment juste un descriptif, plus ou moins précis. Mais c'est quand même tellement précis que, par exemple, pour les rideaux, nous avions même le nombre de lais de rideaux, les hauteurs des rideaux, les largeurs des laits, les matières, les couleurs. Donc ça, c'était très important, puisqu'évidemment, c'est ce qui nous a guidés et nous a conduits. C'est extraordinaire. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment un chantier qui célèbre le travail de la main. C'est un chantier qui s'est déroulé notamment pendant les périodes de confinement, même s'il s'est arrêté pendant 2 mois, comme tous les autres chantiers en 2020. Mais à une époque où on nous a dit il faut passer en dématérialisé, il faut travailler à distance, il faut se voir par écran, il ne faut surtout pas se rencontrer, eh bien ce chantier était l'antithèse de tout ce qui se disait. C'est un chantier où tout le monde était sur le chantier, où tous les artisans œuvraient ensemble, et aucune machine n'est venue trembler dans ces lieux. Pour vous dire, les étoffes dont parlait Delphine, dans la chambre de Madame, la grande chambre sur la place, les laits de plus de 4 mètres ont été cousus entièrement à la main. Sur place. Sur place. Les laits de Madame de Ville-d'Avray. Exactement. Les dégagements de décors, bien sûr, à la main, un travail sur la passementerie, tous ces éléments qui viennent orner, les rideaux, les étoffes, etc., entièrement réalisés à la main. Et les gens y étaient tellement attachés, ils nous le disent encore aujourd'hui lorsqu'on recroise des artisans qui ont travaillé là. Ils nous disent, mais c'était extraordinaire l'ambiance qui régnait entre nous tous sur ce chantier de restauration. Ça les a bouleversés. Ils nous disent qu'ils ne rencontrent quasiment jamais ce type d'ambiance, parce c'était une aventure, ce n'était plus un chantier, c'était une aventure, et certains ne voulaient plus quitter le chantier. On a vu un tapissier, un membre de l'équipe des tapissiers, un soir, on lui avait dit,
son responsable lui avait dit, voilà, c'était son dernier jour sur le chantier, et il était là à coudre encore à 8h du soir, à trouver toujours un point à rependre parce qu'il ne voulait pas partir. Oui, vous avez en fait créé une communauté. Il y avait une communauté, quoi. C'est exactement ça. Et c'est bien parce qu'avec ces mots hideux de présentiel ou de distanciel, vous les avez abolis et c'est une bonne chose. Et l'émotion, puisqu'aujourd'hui, tous ceux qui ont vu les lieux juste avant l'ouverture ou maintenant depuis l'ouverture, tout le monde nous dit, mais il y a une âme, il y a une émotion, il y a une vibration, il y a quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, seule la main, seule la présence, seule la rencontre des hommes et des femmes sur ce chantier ont permis la poésie. La poésie ne vient pas au travers d'un écran. Mais en tout, en fait, combien de corps de métier étaient présents sur ce chantier incroyable ? Moi, je dirais plus d'une 60aine. C'est l'échelle de la variété des savoir-faire. Oui. Alors, on parle beaucoup ici des artisans qui ont œuvré dans la partie de l'appartement de l'intendant du garde-meubles. Il y a bien sûr des corps d'État beaucoup plus techniques qui sont intervenus parce que cette maison doit être chauffée, rafraîchie, ventilée. Et donc, sous l'hôtel de la Marine a été construite une véritable usine. Et c'est un peu la salle des machines d'un navire. C'est un lieu où il y a eu également des performances que personne ne verra jamais. Mais il faut rendre aussi hommage à ces gens de l'ombre sans lesquels ce grand vaisseau ne marcherait pas. Et puis, il y a eu, de l'autre côté, ce travail extraordinaire sur la verrière qu'on a évoqué tout à l'heure. Que vous avez co-signé. La cour de l'intendant et que l'on a co-conçu. C'est vraiment un travail à deux têtes avec Hugh Dutton, qui est un architecte et ingénieur britannique. Hugh Dutton est un personnage extrêmement intéressant, attachant et passionnant, mais surtout il est d'abord le fils spirituel de Peter Hayes. Peter Hayes a été l'un des plus grands ingénieurs du XXe siècle, malheureusement décédé très tôt, qui avait inventé ce qu'on appelle le verre structurel. C'est ce grand verre tenu juste par des points et des câbles pour les serres de la Villette. C'est devenu un produit très courant, mais c'était véritablement un génie. Eh oui. Je crois que pour cela, et justement Céline, il faudra parler maintenant de comment tout cela a été financé. Et parce que c'est très important. On va en parler effectivement dans un instant sur Sud Radio. Évidemment Rameau, évidemment Jordi Saval, évidemment l'hôtel de la Marine. Ces très riches heures du XVIIIe siècle et du XXIe siècle aujourd'hui, avec l'ouverture de ce joyau, qui a quand même coûté 130 millions de budget pour la rénovation. Et ça les vaut largement, mais justement, quel a été le modèle économique? Et c'est très intéressant, comment a-t-il été financé? Et oui, on en parle avec Christophe Bottineau, architecte en chef des monuments historiques, et Delphine Christophe, directrice de la conservation des monuments et des collections du Centre des monuments nationaux. Alors, comment effectivement ce chantier colossal a-t-il été financé, Delphine ? Alors, je crois que c'est aussi une de ses particularités, donc à l'hôtel de la Marine, puisqu'effectivement, sur ces 130 millions, il n'y a que 10 millions. Si je puis dire, que 10 millions d'argent public qui a participé à cette restauration. Et c'est très rare. C'est inédit, oui. Voilà, parce qu'on pourrait peut-être rappeler que c'est effectivement un monument qui appartient à l'État et qu'il n'y a que 10 millions qui vient de crédit public, donc 3 millions du ministère de la Défense et 7 millions du ministère des Affaires étrangères. Donc l'essentiel du financement est issu d'un emprunt qui a été contracté par le Centre des monuments nationaux, donc un emprunt de 80 millions d'euros. Et cet emprunt est financé grâce à la location de 6000 m² de bureaux que nous avons réalisé au 2e, 3e et 4e étage de l'hôtel de la Marine. Alors, on m'a beaucoup interrogé sur pouvait-on réellement mettre en location ces espaces-là? La réponse est très claire, c'est oui. Le 3e et le 4e étage ont été ajoutés au 19e siècle. Il n'y avait pas d'élément patrimonial. Et au 2e étage, il y avait essentiellement des magasins, donc pas d'élément patrimonial, sauf dans quelques pièces qui accueillaient des appartements que nous avons nous-mêmes restaurés, puisque l'ensemble a été restauré par le CMN sous la maîtrise d'œuvre de Christophe Bottineau. Donc 80 millions, 24 millions qui sont les produits des bâches publicitaires que vous avez vus pendant
3 ans sur les nos grandes échafaudages, bâches, oui, les bien grandes sûr. bâches. Ouais. Donc c'est un apport économique. Combien? 3 millions. 24 millions. 24 millions. 24 Ouais. millions. Donc, ce qui est évidemment un Même pas apport rien. économique essentiel pour ce projet et une campagne extrêmement active de mécénat de la part de l'établissement qui nous a permis de réunir environ 25 millions d'euros. Ça a été du c'est mécénat. impressionnant, Ouais. ouais. Du mécénat, absolument. D'entreprises privées, D'entreprises privées, de la Fondation Altani, Ouais. voilà. Ah oui. Alors, Alors, justement, la Fondation Altani, le Centre des Monuments Nationaux, vous avez signé un accord concernant effectivement l'hôtel de la Marine. Quel est-il cet accord? Alors, contre effectivement un mécénat dont le montant est confidentiel, nous avons mis à disposition de la Fondation Altani 400 mètres carrés, donc sur les 12 000 et quelques mètres carrés que compte l'hôtel de la Marine, pour exposer pendant 20 ans des œuvres provenant de cette très riche collection, qui compte plus de 5000 œuvres, donc qui vont de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Collection d'œuvres d'art. Collection d'œuvres d'art. Peinture, sculpture, de tout. Enfin. Voilà, objets d'art, vraiment orfèvrerie, bronze, etc. Donc avec une partie qui est une partie de présentation permanente de quelques grands chefs-d'œuvre de la collection, et puis toute une galerie aussi qui sera dévolue à l'exposition temporaire d'œuvres provenant de cette collection. Ah oui, il faut rappeler cette collection Altani parce que c'est l'une des plus prestigieuses du monde, André. Oui, absolument. La fameuse Cheikha Moza, donc du Qatar, qui est l'héritière de la famille du Qatar, enfin de la famille régnante du Qatar, effectivement, depuis des années, même des décennies, elle collectionne. Elle a et c'est vrai que moi, j'étais allé au Qatar. Ils ont ouvert un musée, en tout cas une salle d'exposition, et c'est vrai que c'est très impressionnant ce qu'ils ont. Et donc, si je comprends bien, ce sera des œuvres qui vont se succéder. Enfin, il va y avoir des expositions permanentes et des thématiques, c'est bien ça? Absolument, c'est bien ça. Et donc, ouverte au public, bien sûr. Ah, bien sûr, c'est absolument ouvert au public. C'est fait pour ça. Alors, ils ont un tout petit peu de retard par rapport à notre ouverture. Ça ouvrira à partir de l'automne. Voilà, octobre ou novembre. Ouais. Donc, voilà, la date n'est pas encore complètement arrêtée. Donc, il y a une équipe de conservation de la Fondation qui est sur place, donc qui assure cela. Mais c'est un mécénat d'autant plus généreux qu'en revanche, la billetterie est bien gérée par le CMN sans aucun reversement à la Fondation Altani. Oui, c'est ça. Toutes les recettes de la billetterie vont aux monuments nationaux. Voilà, en plus du mécénat. En revanche, ce qu'il faut préciser, c'est que l'hôtel donc, de la Marine est donc ouvert 7 jours sur 7. 7 jours sur 7, sauf le 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Et ne pas oublier le quoi se restaurer. De quoi puisque se restaurer. Vous allez ouvrir un café et un restaurant, si j'ai bien compris. Absolument, avec donc MoMA Group, avec donc et vous pourrez déguster la cuisine de Jean-François Piège. C'est pas mal, c'est pas un piège, j'ai déjà essayé, c'est pas mal. Et le café La Pérouse, et le mythique café La Pérouse qui sera sur place. Voilà, avec les pâtisseries de Christophe Michalak. Ouais, et non, et ce qui est formidable, puisque Christophe Bottino l'a rappelé, c'est que le restaurant et le café donnent sur cette grande cour par où on entre, et c'est vrai que jusqu'à 1h du matin, on pourra aller au dîner ou prendre un verre, ce qui est magnifique, dans cet endroit absolument, vraiment magique, quoi. Le public peut entrer totalement librement, donc jusqu'à 1h du matin. Donc les portes ouvrent à 9h jusqu'à 1h du matin. Donc c'est libre, gratuit, comme un passage parisien. Et le public peut aussi passer dans la deuxième cour, la cour de l'intendant, d'où partent nos circuits de visite. Mais le public peut aussi entrer totalement librement et gratuitement pour pouvoir l'admirer. Dans la première et dans la deuxième. Alors en revanche, la deuxième cour, elle, ferme lorsque nos visites ferment, donc 19h30 et à partir du mois de juillet, des nocturnes le vendredi jusqu'à 22h. Un mot sur les parcours de visite alors ? Alors pour l'instant il y a 2 choix et puis lorsque la galerie Altani aura ouvert il y aura 3 choix, donc vous pourrez si vous avez environ 40 ou 45 minutes vous choisirez le parcours salon et loggia, donc vous monterez par le grand escalier d'honneur, vous visiterez les grands salons 19e puis vous pourrez aller sur la loggia qui est en accès libre et vous redescendez par le même cheminement et si vous avez une bonne heure et demie devant vous, vous ferez le grand tour et vous visiterez les appartements de l'intendant dont nous venons de discuter avant d'aller visiter bien justement les grands salons et la loggia et de redescendre. Et à partir d'octobre ou novembre, vous pourrez aussi décider d'aller visiter la galerie Altani.
Ah, extraordinaire. Quel sera votre prochain chantier? J'imagine que vous en avez déjà d'autres en route. Une centaine à peu près, c'est ça? Ouais, alors dans les gros chantiers aujourd'hui, nous en avons une petite quarantaine, mais avec des très gros chantiers, comme par exemple celui à Villers-Cotterêts, donc de la Cité internationale de la langue française. Mais je peux en citer d'autres sur le Mont Saint-Michel ou ailleurs. Avec vous deux, avec l'association des malfaiteurs qui se retrouvent. C'est quoi le prochain? Alors maintenant, nous allons cambrioler la Sainte-Chapelle. Ah, dis donc, je vais avec vous. Hein. Là, je vais avec vous. Vous serez le bienvenu. Nous serons donc 4 cambrioleurs. Avec plaisir, je viens aussi. À la Sainte-Chapelle, vous avez travaillé. Nous avons déjà travaillé, déjà cambriolé les vitraux nord de la Sainte-Chapelle et la Grande Rose occidentale. Et donc maintenant, nous allons cambrioler les vitraux sud et les grands porches d'entrée de la Sainte-Chapelle. Voilà quel sera notre prochain méfait. Eh bien, écoutez, vous reviendrez nous en parler parce que la Sainte-Chapelle, magnifique. D'ailleurs, c'était Raymond Queneau dans Zazie dans le métro. Il dit: visitons la Sainte-Chapelle, joyau de l'art gothique, disait-il à Zazie. Absolument. En tout cas, merci Christophe Bottineau et Delphine Christophe donc d'être venus sur Sud Radio. Chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur l'Hôtel de la Marine, eh bien, je vous conseille de lire le livre d'Alexandre Gady qui est paru aux éditions du Patrimoine. Sinon, de regarder un sublime documentaire sur Arte à partir de dimanche, un documentaire fascinant. Les journalistes ont suivi donc toute la restauration de ce monument. C'est vraiment un voyage au cœur de l'art et de l'excellence française.